Merci beaucoup Grégor, Christian et Nicolas de nous avoir réunis ici pendant 3 jours et je ne sais pas si je dois vous remercier de m'avoir confié une partie des conclusions, mais je relève le défi, je vais essayer et je vais relever ce défi comme juriste et plus précisément comme juriste du travail. Je n'ai pas de PowerPoint et sans doute que ce que je vais relever ne représente pas la totalité de tout ce que j'ai pu entendre, ni la richesse des propos dont nous avons pu bénéficier. Alors, le sujet, c'est expérimenter sur le plan de la re-régulation du travail et de l'emploi, ou comment étudier, interroger et comparer. Alors d'abord, pourquoi expérimenter ? Je ne définirai pas non plus l'expérimentation, si ce n'est qu'on peut considérer que, et ça ne mange pas de pain si je puis dire, il s'agit d'essayer des choses nouvelles face à une insatisfaction, un besoin, une carence, etc. Et ici, ces essais que je vais analyser sont des essais sur un plan normatif. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, on est en face d'un contexte qui est le suivant. C'est un contexte de globalisation de l'économie, de plateformisation de l'économie, de raréfaction, voire d'épuisement des ressources naturelles, de raréfaction du travail, de menace d'une généralisation du sans-emploi, du chômage, contexte de désyndicalisation, recul, voire impuissance de l'État. Alors pour un juriste du travail, un tel contexte suppose quelques questions. Pour un juriste du travail, la globalisation de l'économie, eh bien, c'est l'avènement d'un acteur qui est l'entreprise transnationale, organisée en réseau transnational, en chaîne globale de valeur, et qui pose le problème de son identification, de sa responsabilité juridique et qui n'est toujours pas établie, même si il y a à l'œuvre en ce moment des discussions au sein de l'ONU d'un projet de convention sur les droits de l'homme et les entreprises transnationales et leurs responsabilités, même si, dans le pays dont je viens, la France, il y a une loi sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales et des donneurs d'ordre. Pour le juriste, la plateformisation de l'économie ou de l'entreprise, je dirais, eh bien, c'est l'avènement de l'entreprise aplatie, qui, si elle organise sa disparition en tant que telle, comme lieu, comme temps, comme architecture déterminée, eh bien, néanmoins déploie de nouvelles formes de discipline au travail, de discipline du travail, des disciplines et une discipline de type totalitaire, radicale, qui implique des nouvelles formes de surveillance, de contrôle des esprits, des corps, qu'il s'agisse des travailleurs indépendants comme des travailleurs salariés. Cela réactive alors pour le juriste et le juriste du travail des questions relatives à la protection de la personne, de ses libertés, de son intimité, de sa santé, bref, toutes choses qui avaient été réglées finalement au travers d'un siècle de construction de droit du travail dans l'ensemble de nos pays. Cela pose le problème du champ d'application du droit du travail. Est-ce que le droit du travail doit rester le droit du travail salarié ? Ne doit-il pas devenir, comme cela avait été préconisé en son temps par Gérard Lioncan, le droit du travail tout court, embrassant donc des formes d'emploi qui ne sont pas et qui ne se caractérisent pas à part un lien de subordination juridique tel que nous le concevons aujourd'hui. En tout cas, cela pose réellement le problème du contrôle et sur ces outils disciplinaires, des outils disciplinaires qui ont la caractéristique d'être intégrés dans nos vies, qui sont dans nos poches, qui sont sur nos tables, qui sont chez nous. Et donc, en fait, nous transportons avec nous nos lieux de travail, notre entreprise, notre travail. Alors, tout cet effort historique qui avait consisté justement à créer la distinction, la séparation, l'étanchéisation entre la vie professionnelle et la vie privée, entre le temps de travail et le temps de repos, eh bien, tout cela est désormais brouillé grâce à ces petits appareils très plats et que nous transportons tous au quotidien.
Alors, ça pose aussi la question du contre-pouvoir et des organisations du contre-pouvoir de ces entreprises devenues invisibles et devenues aplaties. Quelles institutions représentatives du personnel? Quelle codétermination? Quelle participation et quelle intervention dans les décisions? Dans des décisions non seulement relatives aux conditions d'exécution du travail, mais également dans les décisions en amont lorsqu'il s'agit de concevoir un algorithme de gestion du personnel. C'est-à-dire qu'on est ici confronté en fait à des vides pour le coup juridiques, puisqu'il va peut-être falloir penser à trouver des formes d'intervention en amont même de la relation de travail, et sans doute, comme le suggère Isabelle Ferreras, au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau d'un contre-pouvoir, une forme de bicaméralisme dans la direction de l'entreprise. En tout cas, la globalisation, la digitalisation, eh bien, c'est synonyme de déterritorialisation, de dématérialisation, de déshumanisation. Et en fait, il me semble que les expérimentations dont nous avons parlé, que nous étudions, eh bien, elles cherchent à montrer qu'il est possible de reterritorialiser, de rematérialiser, de réhumaniser. Alors, face à cela, et c'est mon deuxième point, on a entendu beaucoup d'exemples d'expérimentation. Je me suis essayée à une petite typologie qui est évidemment très modeste, puisqu'elle ne fait que reprendre, elle a été établie à partir de ce que j'ai pu entendre, c'est pas de dire pas tout, parce qu'on n'a pas encore le don d'ubiquité. Nicolas, il faut se dépêcher, parce qu'on perd beaucoup de choses avec tous ces ateliers en parallèle. Alors la typologie que j'ai établie, eh bien, c'est une typologie à partir de deux types de critères. D'abord, qui est l'auteur, l'initiateur de l'expérimentation? Premier type de critère. Et en fait, on a finalement deux types d'auteurs, d'initiateurs. Il y a l'État, et on a un très bel exemple avec l'étude des chauffeurs Uber et des chauffeurs de taxi au Canada, où ce sont les individus eux-mêmes, les personnes, les travailleurs, qui décident d'expérimenter soit des nouvelles formes de travail, soit des nouvelles organisations du travail. Et donc évidemment, selon qui est l'initiateur, eh bien, on peut imaginer, c'est le deuxième critère, que le but poursuivi, la finalité poursuivie de l'expérimentation, eh bien, elle n'est pas la même. Et ici, j'ai imaginé en fait trois catégories d'expérimentation. Il y a, je pense, des expérimentations qui consistent en fait à re-réguler les relations, les pratiques, et donc qui sont plutôt des expérimentations, on va dire, de résistance par les acteurs avec leurs ressources, le paritarisme, les organisations syndicales, etc. On a des expérimentations qui sont des expérimentations qui cherchent à conquérir, c'est-à-dire à provoquer l'avènement de nouvelles régulations. Et c'est peut-être ce qui se passe, et j'y viendrai tout à l'heure, dans le cadre de l'entreprise transnationale. Et enfin, troisièmement, et peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici, en tout cas je ne l'ai pas entendu parce que je n'ai pas eu la possibilité de l'entendre, il y a des expérimentations comme recherche d'alternatives. Alors, à partir de là, eh bien, je souhaitais vous donner trois exemples d'expérimentation qui illustrent ces catégories que je viens de présenter. Sachant que, dans ces trois exemples que je vais vous présenter, eh bien, l'objectif, c'est de reconquérir les territoires comme espace de solidarité, comme espace de mutualisation, de connexion du social et de l'environnement, comme espace d'alternative, de résistance et de reconquête, oui, du politique, de la démocratie. Afin, comme ça a déjà été dit, sans doute c'est là une possibilité peut-être de barrer la route à toutes sortes de populismes, qu'ils soient bons ou mauvais, méchants ou gentils.
Alors, les exemples, les trois types d'exemples auxquels je me réfère, et les deux premiers, je vais passer assez vite parce qu'ils sont assez connus, puis le troisième, qui est plus local, je m'y attarderai davantage. D'abord, les exemples, on va dire, d'expérimentation, de re-régulation. Je pense, en fait, à ce qui se passe, et de conquête. Je pense à ce qui se passe dans le secteur du textile, suite au drame du Rana Plaza, suite à ces expériences normatives au travers des accords cadres internationaux, suite aux accords Bangladesh, où on a mis en scène une pluralité d'acteurs, d'institutions, et où on a un puzzle complet, si je puis dire, eh bien, on a des organisations syndicales internationales du textile avec des donneurs d'ordre qui décident de passer de méganormes, de macronormes à des normes plus territorialisées, en se lançant dans une stratégie nouvelle, qui est une stratégie pour un juriste du travail qui est intéressante parce qu'elle ouvre la voie, non pas à un cadrage de relations professionnelles mondialisées, mais à une source de droit pour les travailleurs directement. Et ceci, c'est l'expérience menée ACT, donc Action, Coopération, Transformation, qui consiste pour les organisations syndicales du textile international et pour les donneurs d'ordre à provoquer et à soutenir des initiatives de négociation collective sectorielle, nationale, sur un sujet éminemment au centre de nos préoccupations, le salaire décent. Ah oui, 2 minutes. Alors je vais peut-être passer directement à l'expérimentation alternative, de recherche alternative. Puisque le sujet, c'est le travail et l'emploi. On a beaucoup parlé de travail. On a peut-être parlé moins d'expérimentation en termes d'emploi. Étant entendu que le destin qui nous est promis, c'est la fin du travail, c'est le revenu universel, et donc ce sont des vies tout à fait différentes de celles que nous menons maintenant, et en tout cas une transformation radicale de nos valeurs. En France, il existe en ce moment, par rapport à l'emploi, 2 types d'expérimentation. L'une, que chacun connaît sans doute ici, qu'on soit français ou pas, qui sont des expérimentations autour du revenu universel. Et on a un certain nombre de départements, donc des collectivités territoriales intermédiaires entre la commune et l'État, qui sont lancés dans ces expériences de revenu universel. Il y a un autre type d'expérimentation qui est une alternative au revenu universel et qui s'appelle Territoire zéro chômeur. Territoire zéro chômeur, c'est une expérience qui est menée par des municipalités qui, en association avec une ONG bien connue en France, ATD Carmonde, et grâce à une intervention du législateur, qui sont des municipalités qui ont décidé, elles sont au nombre de 10, d'éradiquer le chômage de longue durée sur leur propre territoire. Comment ? Avec une idée toute simple. Une idée toute simple qui a consisté à dire combien coûte un chômeur ? 18 000 € par an. Eh bien, est-ce qu'au lieu de donner ces 18 000 € comme ci, comme ça, aux chômeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas réinvestir ou investir tout simplement cette somme dans un emploi à temps complet et à durée indéterminée ? Pour cela, évidemment, il fallait organiser le transfert des fonds. Pour cela, une loi a été adoptée, donc il y a eu le secours de l'État qui est venu au secours de cette initiative. Et cette expérimentation trouve sa place dans une forme d'entreprise bien différente de celle que nous connaissons habituellement, qui produisent des objets, des biens de consommation, etc., ou qui sont des coopératives, et qui sont en fait des entreprises d'emploi. L'objet de l'entreprise, c'est de trouver de l'emploi pour ces personnes-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est basé sur une expérience à partir des capabilities, des habiletés de chacune des personnes qui sont associées, embauchées, avec un contrat à durée indéterminée, et donc c'est tout à fait volontaire, et qui vont en fait essayer de trouver à partir de leur histoire, de leur formation, etc., de leur expérience, eh bien, qu'est-ce qu'on peut développer comme emploi à proximité. Donc cette expérience a donné lieu d'ailleurs à un film dans une municipalité qui s'appelle Mauléon, dans les Deux-Sèvres, que je vous recommande. C'est une expérience qui marche puisque dans cette commune, il y avait, je crois, 180 chômeurs de longue durée il y a 1 an et demi,
il n'en reste plus que 30. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, tous les chômeurs de longue durée soient impliqués dans cette entreprise. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette entreprise, donc ils ont recherché des travaux non assumés par l'économie classique, hein, évidemment, on est un peu sur des niches, mais c'est une recherche de travaux qui associe le social et l'environnemental. Un petit exemple, dans cette région, il y a des entreprises du textile, justement, qui fabriquent pour des grandes marques des belles robes, des beaux costumes, etc. Et qui mettent dans les poubelles les emballages de plastique, de PVC, machin, et puis des restes de tissu. Eh bien, un des jobs de cette entreprise d'emploi consiste à aller récupérer cet ensemble de poubelles et à faire du tri. Le plastique et le tissu. Et le tissu, alors le plastique, on le transmet évidemment pour qu'il soit régénéré ailleurs, et le tissu, il est réutilisé pour créer des sacs, d'autres robes, etc., etc. Et donc ici, on a l'exemple d'une expérimentation où l'idée, c'est de trouver un travail réellement humain et écologique. Et là, je crois qu'on est au cœur du programme de l'OIT, dans le cadre de son centenaire, et qui est bien celui-là. Ce que je voudrais peut-être terminer, dire, c'est que il semble, dans ces expériences, en fait, j'ai beaucoup aimé l'idée, le terme de la modularité dont j'ai entendu parler pendant ces 3 jours. Parce que ce qui me semble intéressant, c'est que dans toutes ces expériences, finalement, on a à peu près toujours les mêmes acteurs. État, organisations internationales, communes ou collectivités territoriales, entreprises classiques, coopératives, entreprises d'emploi, organisations syndicales, ONG, comités de coordination, etc. Mais en fait, la place de ces acteurs change selon l'objet et selon l'objectif de l'expérimentation. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est de penser en termes de modularité et de peut-être en finir avec des schémas préétablis, parce qu'on le voit bien, en effet, ça a déjà été dit, les ressources existent sur le plan normatif, sans doute faut-il en créer, et on est en manque, notamment par rapport à la globalisation et à la plateformisation des entreprises, mais il existe des ressources normatives, des ressources sociales, des ressources d'acteurs, et la question est justement de savoir comment ça s'agence. Et ce qu'il est important, à mon avis, de retenir, c'est l'apport extraordinaire des individus, des personnes, qui sont extrêmement habiles. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est peut-être la reconnaissance de cette capacité-là, par nous sans doute, mais aussi par des acteurs institués que sont les organisations syndicales, et qui, par des alliances avec les ONG, des associations qui sont créées par ces mêmes personnes, ont peut-être la possibilité de rester dans le jeu institutionnel et dans le jeu normatif, puisqu'on sait qu'à l'OIT, ce sont d'abord les organisations syndicales qui sont dans le jeu du tripartisme et pas les ONG. Je vous remercie.